parlementaire de septembre, plusieurs assemblées provinciales étaient en ébullition ce mardi en RDC pour l'ouverture de cette session essentiellement budgétaire. Vous suivrez dans ce journal les cérémonies de Kinshasa et du Congo central. Et cette rentrée parlementaire n'est pas seulement budgétaire, elle est également entachée de vents de pétitions visant les membres du bureau. Si ailleurs cette rentrée a eu lieu dans de bonnes conditions, à Kinshasa, on observait une agitation qui pourrait favoriser l'instabilité des institutions dans la capitale. Le président Lévy Mbuta étant visé par une pétition. Même situation observée à l'Assemblée provinciale du Congo central où Papi Matezo est sur une chaise éjectable. Et puis nous irons au Madagascar où face à la crise sociale et politique déclenchée par les manifestations contre les coupures d'eau et d'électricité, le président de la République a limogé son Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement. Une décision radicale justifiée par la nécessité de redonner confiance au peuple et de mettre en œuvre les réformes structurelles. Nouveau journal sur Télé 50, merci de votre fidélité. Dans l'actualité, la rentrée parlementaire de septembre a eu lieu ce mardi dans presque toutes les assemblées provinciales de la RDC. À Kinshasa, c'est Germaine Chinyamanda-Lantima, présidente AI, qui a présidé la plénière en présence de tous les membres du gouvernement provincial. Occasion pour elle d'annoncer la signature d'une convention pour garantir la couverture médicale des élus provinciaux et tous les autres agents. Suivez. En République démocratique du Congo, les députés provinciaux ont officiellement repris les chemins de l'hémicycle ce mardi. Au Congo central, à Kinshasa, comme dans d'autres provinces, les cérémonies d'ouverture de la session ordinaire de septembre se sont déroulées dans une atmosphère solennelle. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les travaux ont débuté par l'examen de plusieurs projets dédiés en faveur de la population quinoise. Les élus ont également lancé un appel à l'exécutif provincial pour renforcer la mobilisation et la maximisation de recettes de la capitale. Dans son allocution, la présidente AI de l'Assemblée provinciale, Germaine Chinyamanda-Lantima, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi saluant son discours prononcé à la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Elle a ensuite annoncé la signature d'une convention pour garantir une couverture médicale aux députés provinciaux, au personnel administratif ainsi qu'aux membres de cabinet et assistants parlementaires. Pendant la période des vacances parlementaires, votre bureau a pris part à l'atelier sur la stabilité des institutions provinciales qui s'est déroulé du 2 au 3 septembre 2023 à l'initiative du président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions. En présence de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires populaires, les discussions issues de cet atelier ont abouti à la signature d'un acte d'engagement sur la stabilité des institutions provinciales, à savoir les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Cette annonce a été chaleureusement accueillie dans l'hémicycle, consolidant davantage la réputation de celle que les élus appellent déjà maman sociale. Je n'ai pas encore vu entre mes mains une pétition qui serait signée contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La session s'annonce intense et stratégique pour l'avenir de la capitale. Parmi les personnalités ayant rehaussé de leur présence à cette cérémonie figurent le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, et plusieurs membres de son gouvernement. Et au Congo central, la rentrée s'est ouverte sous fond de pétitions visant le départ du bureau. Le président Papi Matezo a tenté d'apaiser les esprits en mettant en avant dans son discours les valeurs et les richesses de la province. Suivez. C'est une rentrée sous tension dans l'Assemblée provinciale du Congo central. À la veille de la dite rentrée, une pétition visant les départs des membres du bureau de l'organe délibérant avait déjà été initiée.
En ces premiers jours de la rentrée, l'ambiance était empreinte d'une grande solennité. Les députés provinciaux ont pris place dans la salle plénière, attendant avec attention l'entrée du bureau ainsi que celle du vice-gouverneur. Pour calmer les jeux, le président de cet organe, Papi Matezolo, a, lors de son discours, mis en avant les valeurs et les richesses de cette province à l'ouverture de la session. C'est vos intérêts, c'est votre richesse qu'on cherche. Ce n'est pas Matezolo qu'on cherche. Je vous avais annoncé, lors de mon retour à l'hypocrisie, la province du Congo central sera les herbes minérales, parce que nous avons tous les minéraux au Congo central. Et la bouche de Matezolo dérange. Elle doit se faire taire. Elle doit se faire taire. Mais parce que vous m'aimez beaucoup, évidemment, on a créé une situation pour me faire taire. Je vois encore les coups de l'état. Cette session s'annonce particulièrement importante pour la vie politique et institutionnelle ainsi que pour les bons fonctionnements de l'organe délibérant du Congo central. La pétition des députés provinciaux sera déposée lors de la prochaine plénière et sera traitée avant la fin de la dite session. La scène politique congolaise a récemment été animée par une déclaration médiatique de Massad Boulos portant sur la nécessité d'un dialogue inclusif en République démocratique du Congo avec un appel marqué à l'implication accrue de la communauté internationale. Cette sortie n'a pas laissé indifférents les acteurs sociaux et politiques du pays, particulièrement la société civile révolutionnaire qui a tenu à exprimer publiquement sa position, fustigeant le double jeu de la communauté internationale et demande au gouvernement congolais de quitter toutes les organisations internationales occidentales. Dans son intervention, la société civile révolutionnaire dirigée par Ferdinand Kitenge a rappelé que la RDC traverse une période de forte tension, marquée par des crises politiques, sociales et sécuritaires. Pour elle, si l'appel au dialogue peut être perçu comme un instrument de règlement pacifique des différends, il ne doit cependant pas devenir un prétexte à l'ingérence étrangère, ni un mécanisme destiné à fragiliser davantage les institutions nationales. Pour cette société civile, la souveraineté de l'État congolais doit demeurer au centre de toute initiative de réconciliation. Cette structure citoyenne a dénoncé ce qu'elle qualifie de dialogue de façade, souvent pilotés ou influencés par des forces extérieures qui profitent des divisions internes pour imposer leur agenda. Nous tirons maintenant l'attention contre tout plan de ce que nous appelons communauté internationale. Là, les États-Unis d'Amérique sont pointés. L'Union européenne, surtout la France, pointée. Ce ne sont plus des organisations fiables pour la paix. Nous devons quitter ces organisations-là. Elle a insisté sur la nécessité de privilégier des solutions purement endogènes plutôt que de s'en remettre systématiquement à la médiation internationale. Le chef de l'État doit faire confiance au peuple congolais, aux chefs traditionnels et aux hommes de Dieu qui sont sincères, qui ne sont pas en collaboration avec l'ennemi. Toutefois, la société civile révolutionnaire ne ferme pas totalement la porte à l'apport de la communauté internationale. Elle admet que celle-ci peut jouer un rôle d'accompagnement, notamment en matière d'expertise technique, d'appui humanitaire et de respect des droits humains. Et sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissionnaire divisionnaire principal, Philemon Patience Mouchidiav, a déployé ce mardi ses inspecteurs sur terrain. Objectif, c'est rassurer de l'effectivité de l'appui de la 14e région militaire de la police de circulation routière dans la ville, province de Kinshasa, dans le cadre de la lutte contre les embouteillages. Avant de se rendre sur terrain, dans la salle des réunions du cabinet du numéro 1 de l'IGPNC, les inspecteurs ont reçu des instructions claires du général Patience Mouchidiav et qui a attiré leur attention sur les objectifs de cette mission. Les inspecteurs déployés sur terrain ont pour mission d'évaluer ces dispositifs mis en place par l'autorité. Quel est ce dispositif? C'est la police nationale, à travers le commissariat provincial de la police civile de Kinshasa, les FARDC, à travers la 14e région militaire, notamment la police militaire. C'est ces dispositifs que nous allons accompagner, que nous allons encourager. C'est rassurer du bon déroulement de la mission que l'autorité a donnée à la police nationale
et aux amis de la 14e région militaire. Nous devons nous rassurer, nous devons vivre de près, nous devons nous approcher pour voir si réellement la mission se passe très bien. Dans tous les 4 districts de la ville de Kinshasa, les inspecteurs se sont rendus dans tous les coins chauds où la 14e région militaire appuie la PCR avec ses éléments de la police militaire. Constat fait, l'appui est effectif avec une bonne collaboration, bien que dans certains points chauds nécessite une augmentation des éléments pour une meilleure fluidité dans la circulation des véhicules. Avec cette collaboration, le patron de l'inspection générale de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiave, reste optimiste quant à la fluidité du trafic et appelle les usagers de la route au respect du code de la route afin de faciliter la tâche aux éléments des forces de l'ordre. En bref, l'évêque du diocèse de Kikwit, Monseigneur Timothée Baudin, est en colère et dénonce les velléités d'un réseau mafieux avec le concours de certains juges menaçant de spolier la maison diocésaine située dans la commune de Limete à Kinshasa. Cette parcelle, explique-t-il, a été acquise après d'énormes sacrifices de prières de ce diocèse. À ce jour, il tient à lever sa voix pour faire part à l'opinion d'une situation qu'il qualifie d'inédite et atypique que traverse son diocèse concernant leur parcelle 6, avenue Frésias, numéro 652, quartier résidentiel, bien du clergé diocésain de Kikwit qui fait depuis un certain temps objet des convoitises et est menacé d'expulsion par un groupe de gens mal intentionnés qui place à la tête un certain Raoul Nzundu Miansi, neveu du feu Monseigneur Alexandra Mbuka Nzundu, ancien évêque de Kikwit qui, à la faveur des documents confectionnés par un réseau mafieux, tient mordicus à s'approprier la susdite parcelle avec le concours de certains juges en utilisant des faux actes de vente et des certificats d'enregistrement inexistants ou non retracés au service des affaires foncières. Après presque 2 ans où la justice lui tourne en bourrique en lui faisant jouer un jeu des jojo des audiences interminables, dit-il, ce Monseigneur estime qu'il est temps de lever les boucliers une fois pour toutes en mettant en garde quiconque aurait des intentions de prendre faits et causes dans ces dossiers de leur parcelle. Vous qui êtes impliqués dans une telle entreprise criminelle, je vous demande d'urgence, levez votre main sur cette parcelle, retirez vos mains de notre maison diocésaine, cessez d'étouffer et de saigner le diocèse de Kikwit. Il dénonce les velléités mensongères de ces réseaux mafieux avec les concours de certains juges corrompus qui ternissent l'image de la justice en République démocratique du Congo en utilisant des faux actes de vente et des certificats d'enregistrement. La parcelle n'est pas à vendre et le diocèse de Kikwit ne se laissera pas faire. J'en appelle donc à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, à vous, honorables sénateurs et députés nationaux, à son Excellence, Madame le Premier ministre, à leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, les hauts magistrats, à vous, son Excellence, ministre de la Justice, à vous, honorable et Bérante Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, d'avoir une attention spéciale. Rappelons que ces points de presse des dénonciations avaient pour objectif de casser les carreaux pour que la vérité éclate et vienne au grand jour dans ces dossiers fonciers. Et dans la province du Haut-Ouélé, le gouverneur Jean Bakomi Kongambu a inauguré 2 bâtiments abritant le siège de l'Assemblée provinciale, œuvre construite sur fonds propres de la province, bien équipée, construite aux standards modernes et durables. Sur place, la satisfaction était totale. Devant ces officiels et ces publics aux couleurs de partis politiques de l'Union sacrée de la nation, coupure du ruban par le gouverneur Jean Bakomi Kongambu et puis la remise des clés au président du bureau, Justin Zamba, la bénédiction des bâtiments et ses locaux par les prêtres sont le temps fort de l'inauguration de ces 2 bâtiments abritant le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé construit sur fonds propres de la province. Les discours successifs ont convergé vers les hommages au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et à son représentant dans le Haut-Ouélé, le gouverneur Jean Bakomi Kongambu, pour la paix et les efforts consentis pour le développement de la province.
Sentiment de satisfaction, mais aussi de gratitude envers le président de la République qui nous avait instruit pour que nous nous mettions rapidement au travail et suivant les engagements qu'il avait pris vis-à-vis de la population, nous nous sommes rangés pour les suivre et voilà que nous dotons l'Assemblée provinciale du Haut-Touélé d'un bâtiment moderne, fruit des efforts consentis par l'exécutif provincial jusqu'à ce jour, un bâtiment qui permettra aux députés de travailler dans de bonnes conditions. Le président de l'Assemblée provinciale a exprimé sa satisfaction. C'est une innovation depuis plus de 10 ans que les députés ont souffert sur les pas comme des élèves. Nous remercions grandement l'exécutif provincial pour avoir accompli la promesse qu'il avait dit. Notre sentiment est de satisfaction vis-à-vis de cet ouvrage qui honore vraiment les députés provinciaux de Haut-Touélé. Nous demandons à toute la population de Haut-Touélé d'être serein, vigilant. Il a fallu 5 ans à l'entreprise Olympic Engineering SRL pour construire et livrer ces joyaux architecturaux aux standards modernes et durables, équipés avec une technologie de pointe pour que les députés provinciaux travaillent dans les meilleures conditions. La journée mondiale du tourisme a été célébrée dans la province du Olomami que dirige Banzamouloumé Marmon. Pour cette année 2025, la cérémonie s'est déroulée au musée de l'église catholique. Suivez. C'est dans l'enceinte du musée Biakishekoulou de la paroisse Immaculée des Kamina qui s'est déroulée sous le haut patronage du gouverneur de province la journée mondiale du tourisme, célébrée sous les thèmes tourisme et transformation durable dans ce cadre bien circonscrit devant le gouverneur AI Venance Mutombo et tous les membres du gouvernement. C'est le conservateur du musée qui a salué la présence de chacun dans son mot de bienvenue, suivi de la ministre qui a loué les efforts du gouverneur de province, Banzamouloumé Marmon, qui veut faire du tourisme un véritable secteur générateur des recettes. Honorine Lunda a aussi rendu les hommages mérités au chef de l'État avant d'inviter les participants à s'approprier les innovations du tourisme. Et c'est le gouverneur AI, Venance Mutombo, qui a dans son mot appelé tout le monde à investir dans le secteur du tourisme tout en remerciant le chef de l'exécutif qui ne ménage aucun effort pour ce secteur. Message qui a laissé place aux exposés, dont celui du professeur Bondo Mulunda qui a enrichi son auditoire par un sujet très alléchant, à savoir tourisme face à la culture. Ici, les premiers orateurs a demandé à chacun de travailler pour la promotion du tourisme local, puis est venu le tour de maître Yvonne Kabongo, conseiller juridique du ministère du Tourisme, qui a aussi évoqué les manques de développement de ces secteurs en province et qui demandent beaucoup d'efforts. Enfin, Derek Kabouya, agent du ministère du Tourisme, appelle les tableaux sur l'apport de la jeunesse face au développement du tourisme dans le Olomami. Pour cet orateur, c'est encore possible avec la jeunesse de faire développer le tourisme. Après ces exposés, une visite guidée a été faite au musée où les gardiens des sites a fait voir à ses hôtes différentes œuvres d'art qui regorgent cet édifice sous l'égide de la ministre provinciale du tourisme, Honorine Lunda, dans une ambiance festive animée par la chorale des troubadours Roi Baudouin qui a conduit à la clôture de cet événement. Et tout à fait autre chose, l'association socio-culturelle Saint-Pierre a désormais une antenne au Benelux. L'installation officielle a eu lieu à Bruxelles, la capitale du Royaume de Belgique, sous les auspices du président national, accompagné des membres de son comité et de quelques autorités traditionnelles. Par ce geste, Michel Kalunga a concrétisé l'un de ses objectifs fixés lors de l'installation officielle de son équipe. Au nom du comité national et à mon nom propre, je déclare installer le comité Saint-Pierre Benelux et mes très sincères félicitations. La famille Saint-Pierre s'agrandit. Elle s'étend jusqu'au-delà de nos frontières. En séjour à Bruxelles, capitale de la Belgique, le président national de cette association socio-culturelle, Michel Kalunga, a conduit une forte délégation dans la capitale belge pour l'installation du comité Saint-Pierre Belgique. Il était accompagné des deux secrétaires généraux, Kalamba Anderson et Christian Tchangwe, deux chefs coutumiers, Kashobo et Kaponda, et 3 membres du comité des sages, Kundami Lundu, Cécile Kalaba et Mboukwampomo Sylvain. Je souhaite plein succès dans vos missions. Votre élection est l'épreuve de la confiance que vos membres
le Benelux place en vous. Cette cérémonie, c'est aussi l'occasion d'un échange culturel et festif entre les membres de notre communauté, du comité national et ceux du Benelux. C'est un moment privilégié pour renforcer nos liens, partager nos expériences et célébrer notre héritage commun. Après cette cérémonie, le président national de Saint-Pierre a procédé à la création des antennes Saint-Pierre-Rome en Italie, de la ville de Liège en Belgique et de Paris en France. La conquête des membres de cette méga famille culturelle au-delà de ses limites géographiques est l'une des missions que s'est assigné son président national Michel Kalwa-Kalunga lors de son installation officielle au bâtiment du 30 juin à Lubumbashi. Au cœur de la transition énergétique mondiale, le Lualaba s'impose comme un acteur majeur de l'économie verte. Le lundi 29 septembre, la 3e édition du Battery Metal Forum s'est ouverte à l'hôtel Yampi à Boma, réunissant experts, décideurs et investisseurs autour de la chaîne de valeur des batteries électriques. Représentant la gouverneure Fifi Masuka Saini, le ministre provincial Geoffrey Masuka a réaffirmé l'engagement du Lualaba à accompagner cette révolution verte en parfaite cohérence avec la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. La province du Lualaba continue de s'imposer comme carrefour stratégique dans la transition énergétique mondiale. Ce lundi 29 septembre 2025 s'est ouverte à Kampi-Aboma la 3e édition du Battery Metal Forum, un événement majeur consacré à la promotion de la chaîne de valeur des batteries électriques en RDC. Le coup d'envoi officiel a été donné avec l'exécution de l'hymne national, marquant le caractère solennel de ce rendez-vous de haut niveau. Irvine Kabasele, organisateur et responsable de l'événement, a insisté sur l'importance de ce forum comme plateforme d'échange entre experts, investisseurs et décideurs du secteur énergétique et minier. L'objectif de ce forum est de renforcer la coopération entre la République démocratique du Congo et les Africains autour des métaux stratégiques qui rentrent dans la fabrication des batteries, des énergies renouvelables et des véhicules électriques, identifier les meilleures voies de transformation locale et régionale. Représentant la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, le ministre provincial de l'énergie et industrie Geoffrey Masuka a salué cette initiative, rappelant l'engagement ferme du gouvernement provincial à accompagner toute démarche visant à renforcer la place du Lualaba dans l'économie verte mondiale. Ce rendez-vous est devenu incontournable pour la réflexion et la coopération autour des minéraux critiques et stratégiques de notre pays. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos illustres invités venus des différents horizons dans la capitale mondiale du copal, Commune, qui incarne l'importance du Lualaba et de la République démocratique du Congo dans l'économie verte mondiale. Après les allocutions, les participants, parmi lesquels la ministre provinciale de l'économie, la ministre provinciale de santé, ont visité les stands d'exposition où les innovations technologiques, les projets énergétiques et les opportunités d'investissement dans les métaux stratégiques étaient à l'honneur. Aligné sur la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce forum s'inscrit dans le cadre de booster la chaîne de valeur des batteries en République démocratique du Congo et positionner le pays comme un acteur incontournable de l'énergie du futur. Ce forum de 2 jours s'annonce comme un tournant décisif dans la promotion d'une économie congolaise diversifiée, innovante et durable. Les nouvelles des Fungurume à présent. La bourgmestre intérimaire Aline Makano a été décorée ambassadrice du travail par l'ONGD Congo Panorama. Assiduité, patriotisme et dévouement sont les valeurs clés ayant motivé cette distinction. Selon le coordonnateur général des ambassadeurs du travail du Congo Panorama, cette décoration vient justement couronner la bravoure, l'intégrité et la constance dont fait preuve Madame Makano dans la gestion de la commune. Une ambiance solennelle et empreinte de fierté a régné le jeudi au bureau communal de Fungurume à l'occasion de la décoration officielle de l'honorable Aline Makano Tshilombo, bourgmestre intérimaire élevé au rang d'ambassadrice du travail par l'ONGD Congo Panorama. Assiduité, patriotisme et dévouement sont les valeurs clés ayant motivé cette distinction. Selon les coordonnateurs généraux des ambassadeurs du travail de Panorama, cette décoration vient couronner la bravoure,
l'intégrité et la constance dont fait preuve Madame Aline Makano dans la gestion de la commune. Sous le regard admiratif des agents et cadres de l'administration Makano, la cérémonie a été marquée par la remise d'un brevet officiel accompagné des symboles honorifiques soulignant la portée nationale de ce prix. Monsieur Mbouya Mwadianvita, chef de bureau, a prononcé un discours poignant saluant le leadership de la Mama des communautés, une appellation désormais gravée dans les cœurs. Dans son mot des circonstances, l'honorable Aline Makano Chilombo, désormais ambassadrice du travail, a dédié ce prix à l'engagement collectif au service de la nation, rappelant son alignement à la vision du président de la République Félix Tshisekedi Chilombo et à la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini qu'elle qualifie des meilleurs coachs. Le prix qu'on donne aujourd'hui, pour moi, comme je dis d'habitude, c'est une interpellation. Pourquoi une interpellation? Parce que je n'aimerais pas qu'on dise que les ambassadeurs Baronama, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé à cette dame? Il faudrait que les gens, quand ils vont voir cette cérémonie, qu'ils se disent réellement, ici, on a trouvé. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive avec de prises de photos souvenirs, de moments de liesse et une admiration unanime pour une femme qui incarne le travail bien fait au service du peuple. Un exemple vivant d'un leadership efficace incarné dans l'action et l'humilité. Sachez que l'université William Booth a clôturé l'année académique 2024-2025 en célébrant ses finalistes lors d'une cérémonie de remise des diplômes riche en émotions. Entre bilan, félicitations et perspectives d'avenir, l'établissement a également annoncé l'ouverture d'une nouvelle faculté de théologie dès l'année prochaine. C'est une double cérémonie que l'université William Booth a célébrée ce jour. D'abord, la remise des diplômes académiques et la clôture officielle de l'année académique 2024-2025. Dans son discours, le recteur de l'université, Roger Bimoila, a dressé un bilan des réalisations de l'institution avant de féliciter les finalistes pour leurs efforts constants. Il a salué leur engagement à acquérir des compétences et des connaissances qui leur ont permis d'atteindre ce moment tant attendu, l'obtention du diplôme. Le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion. Ce doyen était un doyen spécial parce qu'il y a quelques années, il a été aussi volé dans cette salle. Il fut un de nos anciens étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion. Il est allé faire sa thèse au Sénégal et sa spécialisation en Afrique du Sud, et depuis l'année passée, il a été clairement nommé dans cette fonction au décanat de la faculté des sciences économiques et de gestion. Sous les rythmes entraînants de la fanfare de l'armée du salut, les diplômés, vêtus de leur toge, se sont succédés à la tribune pour recevoir leur diplôme des mains des membres du corps académique. Sourires, applaudissements et larmes de joie ont ponctué cette célébration sous les regards fiers des parents, amis et proches venus partager ce moment inoubliable. Cet événement met en lumière la contribution significative de la RDC à l'enseignement supérieur, notamment dans des domaines comme la gestion des affaires, l'administration, l'économie, les sciences de l'information et de la communication, l'anglais, sans oublier la théologie, désormais intégrée aux filières proposées par l'université William Booth. La faculté des théologies, récemment créée, ouvre déjà ses portes pour accueillir des nouveaux étudiants dès l'année académique 2025-2026. Et pour terminer au Madagascar, face à la crise sociale et politique déclenchée par les manifestations contre les coupures d'eau et d'électricité, le président de la République a annoncé lundi le limogeage du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement. Une décision radicale justifiée par la nécessité de redonner confiance au peuple et de mettre en œuvre des réformes structurelles. Confronté à une vague de manifestations violentes qui ont ébranlé Madagascar depuis le 25 septembre, le président Andry Rajoelina a procédé à la dissolution de l'ensemble de son gouvernement, y compris le Premier ministre Christian Ntsay, qui occupait ce poste depuis 2018. Les ministres sortants assureront la gestion des affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un nouvel exécutif.
La capitale, Antananarivo, ainsi que d'autres villes ont été le théâtre de manifestations déclenchées par les coupures récurrentes d'eau et d'électricité. D'importants dégâts matériels ont également été enregistrés, poussant les autorités à imposer un couvre-feu. Volker Turk, haut commissaire aux droits de l'homme, a condamné une réponse violente et non nécessaire des forces de sécurité. Ces manifestations largement diffusées sur les réseaux sociaux et incarnées par le mouvement Léo Délestage traduisent l'exaspération d'une jeunesse mobilisée face aux pénuries énergétiques et hydriques qui perturbent gravement le quotidien des Malgaches. La communauté de développement de l'Afrique australe a exprimé sa profonde préoccupation et réaffirmé son soutien au gouvernement et au peuple malgache pour restaurer la paix et la stabilité tout en protégeant la sécurité, la dignité et le bien-être de tous les citoyens. De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, Hamoud Ali Youssouf, appelle à la retenue et au dialogue et réitère l'engagement de l'UA à collaborer avec Madagascar et la SADC pour apaiser les tensions et identifier des solutions durables. En dépit de la dissolution du gouvernement et de mesures annoncées par le président Rajoelina, la situation demeure tendue dans la capitale et dans plusieurs autres villes. Cette crise met en lumière les défis structurels de Madagascar, l'un des pays les plus pauvres du monde qui fait face à une crise énergétique et hydrique chronique aggravée par des défaillances dans la gouvernance. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Rentrée parlementaire de septembre, plusieurs assemblées provinciales étaient en ébullition ce mardi en RDC pour l'ouverture de cette session essentiellement budgétaire. Et cette rentrée parlementaire n'est pas seulement budgétaire, elle est également entachée de vents de pétitions visant les membres du bureau. Si ailleurs cette rentrée a eu lieu dans des bonnes conditions, à Kinshasa, on a observé une agitation qui pourrait favoriser l'instabilité des institutions dans la capitale. Le président Lévi Mbuta étant visé par une pétition. Même situation observée à l'Assemblée provinciale du Congo central où Papi Matezolo est sur une chaise éjectable. Au Madagascar, face à la crise sociale et politique déclenchée par les manifestations contre les coupures d'eau et d'électricité, le président de la République a limogé son premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Une décision radicale justifiée par la nécessité de redonner confiance au peuple et de mettre en œuvre des réformes structurelles. Merci à vous tous de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.